Quand j'ai eu mon diagnostic de la NF1, j'avais 6 mois. Quand on a découvert, tout ça, que c'était de la neurofibromatose de type 2. La NF est arrivée dans la vie de Livia et dans la nôtre, en fait, quand Livia est née, à 28 semaines, parce que les médecins ont remarqué, puis nous aussi, plusieurs taches de café au lait sur son corps. Puis comme sa mère elle avait la NF1, c'était facile pour les médecins de poser le diagnostic. Là. J'avais à peu près 18 ans, j'avais vu un médecin. Il dit, toi, il dit, qu'est-ce que t'as? T'as des taches café au lait, t'as des petites bosses. Il dit, t'as la neurofibromatose. Alicia, elle a tout le temps vécu avec ça. Alors, quand elle était bébé, quand elle est venue au monde, je suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit, elle a des taches de naissance qui poussent. Et là, ça a été toute une course dans le bureau. Parce que c'est pas fréquent, la NF1. Donc, la NF1, en bref, ou la neurofibromatose de type 1, c'est une maladie génétique qui est liée au gène NF1. C'est une des maladies génétiques les plus fréquentes. Au Québec, on estime qu'environ 3 à 4 000 personnes sont effectivement atteintes de neurofibromatose de type 1. C'est une maladie héréditaire qui est transmise par un parent dans environ la moitié des cas. Et donc, si une personne NF1 décide d'avoir des enfants, elle a environ un risque sur 2 de le transmettre à un de ses enfants. La neurofibromatose, c'est une maladie qu'on appelle multisystémique, donc qui va toucher plusieurs systèmes. Donc, on parle du système nerveux central, donc le cerveau, la moelle, les nerfs, où on peut trouver des manifestations. Mais ça va aussi toucher justement la vision. Donc, c'est très important d'avoir des bonnes relations avec nos collègues dans d'autres spécialités, donc les ophtalmologues. Mais on a aussi des collègues qui sont impliqués en dermatologie, qui nous aident à suivre les lésions cutanées. J'ai près de 10 à 20 vont avoir des scolioses qui vont être présentes. Donc, on fait affaire avec les orthopédistes qui travaillent avec nous aussi. Puis en plus de ça, c'est que c'est souvent ce qu'on va suivre dans la clinique, c'est les patients qui peuvent présenter certains retards de développement, c'est-à-dire que ça leur prend un peu plus de temps avant d'acquérir la marche ou la motricité fine est plus difficile. Donc, une grande partie des collègues avec qui on travaille, c'est les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les orthophonistes. C'était un rendez-vous de routine avec la pédiatre qui était beaucoup impliquée en recherche. Puis elle a remarqué des taches café au lait. 1, 2, 3. Ça n'a pas été très, très long que le diagnostic de NF1 est arrivé. Ma mère vivait encore à cette époque-là. Par un concours de circonstances, on la traitait pour une maladie, pour quelque chose d'autre, en pensant que c'était ça. Finalement, ça s'est éclairci. Et ce qui l'a fait paralyser, c'était la NF2. Dans le fond, c'est elle qui me l'avait passé, si on veut. Mes sœurs et mon frère ont été testés. Il y a une de mes sœurs qui l'a. Moi, dans ma famille, il y avait ma mère qui était atteinte. J'ai aussi ma sœur aînée qui est atteinte plus sévèrement. Je tape neurofibromatose. Oh mon Dieu! Les images qui sont là, qui nous mettent sur Internet, c'est un peu... c'était épeurant. Fait que, puis là, ils parlent de tout les retards de croissance, les fibromes, les tumeurs. Et donc, les symptômes vont varier d'un individu à l'autre. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est les taches café au lait. Donc, des zones plus brunantes sur la peau, souvent sur le torse, le dos. Donc, c'est les premiers signes qu'on va voir chez les enfants. Les nouveau-nés de quelques semaines, quelques mois, c'est ça qu'on va voir. Plus les patients sont vieux, plus on va apparaître d'autres signes. Chez certains, on va voir des neurofibromes. Les neurofibromes, c'est des petites tumeurs bénignes sur la peau qui laissent une petite bosse. Au début, c'est très subtil, on le voit juste de côté un peu. Par la suite, des fois, ça peut devenir plus proéminent et on voit un peu mieux. La NF1, c'est une maladie qui touche plusieurs organes, entre autres la peau et le système nerveux, mais elle va également affecter, dans certains cas, les yeux, les os ou même les vaisseaux sanguins. Il y a des formes légères qui passent presque inaperçues et il y a même des formes qui sont très sévères. Le problème, c'est que dans une même famille, on peut retrouver autant des formes légères que des formes sévères et que ce n'est pas prédictible. J'en avais pas de symptômes, moi. C'était une découverte fortuite. On m'a fait passer un scan de la tête et on a vu que j'avais des lésions au cerveau. Ça s'est fait assez rapidement et s'en est suivi une chirurgie, la première au niveau cervical et ensuite au nerf optique, et après ça acoustique, et après ça encore optique.
En 1 an, j'ai eu 4 chirurgies. C'était des taches de café au lait qu'elle avait sur le corps, des petits neurofibromes. Fait que jusqu'à 4-5 ans, c'était pratiquement rien. Ils ont diagnostiqué une scoliose, environ vers cet âge-là, 4-5 ans. Puis à ce moment-là, en prenant des radiographies, ils ont vu certains trucs, certaines couleurs, certaines teintes anormales. On a passé une IRM, puis c'est à ce moment-là qu'on a découvert qu'elle avait plusieurs plexiformes à l'intérieur de son abdomen. C'est des tumeurs bénignes. C'est juste qu'ils sont tellement entrelacés au travers de tout que ça devient inopérable. Elle est censée commencer le traitement de tramétinib fin juin. Donc, c'est ça qui viendrait aider à stopper la progression, espérons réduire la grosseur des masses, mais au minimum stopper la progression pour qu'elle puisse continuer à grandir, puis que les masses restent de la même grosseur, donc ils vont prendre moins d'espace dans son abdomen. Au niveau de mes symptômes, j'en ai pas tant que ça. On parle un peu des fibromes cutanés. Je pourrais dire que j'en ai quand même plusieurs, mais ils ne sont pas apparents tant que ça. Puis des taches café au lait. J'ai des nodules de Litch, qui sont des petites taches de rousseur dans l'iris. J'ai une toute petite scoliose, mais qui n'a pas d'impact dans ma vie de tous les jours. Puis je dirais que il y a eu une évolution des symptômes plus avec les grossesses. Ben, Alicia, bébé, c'était que les taches café au lait. Puis après ça, l'épilepsie. Fait qu'à l'âge de 4 ans, j'ai dit, je vais aller chez Kiro, on va commencer des suivis tranquillement, puis tenir ça serré, puis c'était déjà trop tard. Quand on est arrivé, ils ont pris une radio, elle avait une double scoliose même. Fait qu'elle a eu son premier corset à l'âge de 4 ans. C'est là, je pense qu'Alicia, elle a commencé un peu plus à voir et à comprendre qu'elle avait quelque chose de pas pareil que ses frères, tu sais. Fait que c'est certain que quand tu commences, au début, t'en as 3-4, puis à un moment donné, t'en as quasiment 1 millier, tu sais, ça fait une différence. Comme avant, sur les bras, j'avais rien. Là, j'ai commencé à avoir les bosses. J'avais rien pantoute. Là, j'en ai. Sur les jambes, j'avais 2-3 fibromes. Là, j'en ai plus. C'est sûr que quand tu divorces, des fois, tu te dis, bon, ça serait le fun de pouvoir se trouver une nouvelle blonde. Tu sais. Je me suis inscrit dans des clubs de rencontres, faire des sorties, puis tout ça. Puis, c'est sûr que le physique, là, même si le monde dise ce qui est important, c'est l'être, pas le paraître, là, mais c'est pas toujours le cas. C'est ça qui, peut-être, qui me chagrine le plus, de ne pas être en relation avec une autre personne. À mon ancienne école, pratiquement tous mes amis savaient. À ma nouvelle école, il y a juste Marie qui le sait. Ça a commencé dans le fond. À son ancienne école, les gens ils demandaient si c'était pourquoi qu'elle avait une tache en fait. C'est à partir de là que tu as commencé à en parler. Ils ont pas mal réagi, ils ont juste mieux compris c'était quoi. La plupart des enfants n'ont aucun problème médical. Ils vont s'épanouir à l'école, dans leur vie sociale. Malheureusement, pour certains, puis c'est pour ça qu'on est là, c'est qu'ils vont présenter des signes qui vont suggérer justement qu'il y a une tumeur au niveau du nerf des yeux, un gliome, ou ailleurs au niveau du cerveau. Certains ils vont présenter un plexiforme, donc c'est une tumeur encore là bénigne, mais qui a tendance à croître lentement, mais plus au niveau des nerfs. Donc on peut voir au niveau du cou, de l'abdomen, des jambes. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, et mes 2 filles sont atteintes. J'en ai une qui est à l'âge de 13 ans, le jour de ses 13 ans. Elle a appris qu'elle avait un gliome optique. Mon autre fille aussi est atteinte. Elle, c'est plus au niveau d'un poignet, où elle a eu 2 chirurgies à date pour une correction. Puis là, on est en attente pour une 3e chirurgie. Ma sœur a une fille qui ne l'a pas eue. Elle a juste une fille, elle n'y a pas transmis. Moi, j'ai un fils et je lui ai transmis. Alors, ça, c'est moins le fun. J'ai appris qu'il y avait un épendymome au niveau cervical et ça, c'est très compliqué pour aller enlever ça. Tu veux pas que ton enfant
des gros problèmes de santé. Ce qui a été le plus dur pour moi dans toute mon aventure avec l'ANF, c'était vraiment à l'âge adulte, là, quand j'ai voulu fonder une famille. Dans mon cas, il n'y a personne dans ma famille qui a la maladie. Donc, on appelle ça une mutation de nouveau, mutation spontanée. Une erreur d'impression dans mon code génétique. Mais maintenant, moi, j'ai cette erreur-là dans mon code génétique. Moi, je ne veux pas transmettre la maladie. Il y a plein de raisons, puis c'est une des plus grandes, c'est que c'est pas parce que moi, je l'ai de manière modérée que je vais la transmettre de manière modérée. Surtout aussi que c'est une maladie qui est évolutive. Donc, moi, je pourrais aussi évoluer de manière plus importante. Et là, de laisser mon conjoint avec un enfant malade, une conjointe malade, je trouvais ça trop difficile. Donc, on a regardé nos options. On avait les options de ne pas fonder de famille, l'option d'adopter, l'option de faire un diagnostic prénatal, faire un diagnostic préimplantatoire ou d'y aller comme la vie fait la vie, puis de faire un test à la naissance. Pour bébé 1, Élie, on a décidé de faire le diagnostic. Malheureusement, là, les résultats sont arrivés 10 jours après, puis bébé était malade, donc était atteint de la maladie. On a pris la décision d'interrompre la grossesse. Puis, 3 mois plus tard, on a décidé de reprendre les essais et bébé était en santé, pas de maladie, pas d'NF, tout allait bien. Et Théo a eu 2 ans au début du mois d'avril. Puis, on s'est dit, on aimerait ça avoir un frère ou une sœur pour lui. Puis là, j'ai malheureusement fait une fausse couche tardive. Puis là, je suis présentement enceinte de 11 semaines. Et alors, c'est encore le même stress, la même angoisse. Donc, c'est beaucoup de patience. C'est des choix qui ne sont pas faciles. Mais c'est possible d'avoir une famille avec l'ANF. Je pense qu'un des aspects importants aussi à Sainte-Justine par rapport au projet de recherche, c'est la thérapie ciblée. Donc, on a maintenant accès à des molécules qui permettent de cibler l'anomalie qu'on retrouve avec la neurofibromatose, qui fait en sorte que les tumeurs progressent. Donc, avec des médicaments qu'on donne par la bouche, on fait réduire les tumeurs, c'est ça notre objectif, puis ou réduire les plexiformes. Le moment où est-ce qu'on a eu le plus d'inquiétude, c'est quand on l'a appris, en fait. À ce moment-là, moi, j'étais seul, puis je voyais les images de l'IRM avancer, couche après couche, puis Livia était là, puis elle jouait à terre, puis tout se passait bien, mais moi, toutes les fois qu'elle avançait dans les images, j'étais comme « oh ». Puis pour que, tu sais, je voyais ça vraiment gros, puis que finalement, tu sais, dans la vie de tous les jours, Olivia, c'est... à part le fait qu'elle a mal dans le ventre, si elle reçoit un coup, ça change pas grand-chose, là. Tu regardes Livia, puis avec d'autres amis à l'école, puis tu dis « Ben mon Dieu, elle est tout à fait normale dans le sens qu'il n'y a rien, tu penses pas qu'il y a tout ça en dedans d'elle, parce qu'il n'y a rien qui transparaît, tout ça. » Mais c'est sûr, comme tu dis, quand tu vois ça arriver une après l'autre, c'est sûr que dans ta tête, tu dis « Mon Dieu, tu penses à le nombre d'années à vivre, puis tout ça, tu sais, fait que... Mais là, on n'est pas là. Non, mais on s'est posé quand même ben oui, la question. Avec 4-5 ans, oui. Il n'y a rien qui arrive pour rien, tu sais. Je voulais pas rentrer à Polyvalente avec mon corset. Ouais. Puis je me faisais opérer avant de rentrer à Polyvalente. Ils ont tous réaligné les épaules, la cage, le bassin. Tu sais, dans le fond, c'est pas une fatalité. Là. La neurofibromatose, il faut que tu y ailles au jour le jour, comme elle disait tantôt. Là. Ça peut apporter vraiment beaucoup de différence au point de vue physique, la neurofibromatose. Puis les gens qui l'ont puis qui ont beaucoup de différences physiques, ils devraient pas se cacher, ils ne devraient pas se limiter. Au CHUM, depuis environ 1 an, nous travaillons à mettre sur place le centre d'expertise en neurofibromatose du CHUM, qui est en fait une clinique interdisciplinaire pour les patients atteints de NF1, NF2 et schwannomatose. Il y a effectivement énormément de recherches qui se fait actuellement sur les traitements spécifiques aux patients atteints de NF1. Depuis environ 10 ans, il y a eu plus de 115 essais cliniques qui ont sorti spécifiquement pour la neurofibromatose de type 1 et également beaucoup pour la neurofibromatose de type 2. Actuellement, il y a 16 traitements qui sont en étude et qui avancent très, très bien. Donc, il y a énormément d'espoir, autant pour la NF1 que la NF2.